14 juillet, Éric Vuillard, sur le cynisme d'Édouard Philippe. Ah bah je regarderai ça, ouais, merci pour le lien. Et qui sont les mêmes bourgeois finalement, puisqu'on avait eu, grâce à Éric Vuillard, une description de Monsieur Necker, ministre des Finances, qui avait travaillé pendant très longtemps dans une banque suisse qui faisait dans la spéculation de la dette souveraine des pays avant de travailler pour le roi Louis XVI et de dire des horreurs qui ressemblent énormément aux horreurs que dit Emmanuel Macron. Bref, on avait vu ce personnage de Necker qui ressemble énormément à notre Manu national. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux monter? Bon, ça va pas être pratique, hein. Allez, viens. Ah là 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 là, quel gros bébé. Mais quel gros bébé. Hop, 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 hop. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Oh là là. Oh là là, c'est un gros câlin. Oh là là, c'est un gros câlin. Bon. Les gens te disent bonjour. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air tout inquiète. C'est juste que t'as pas assez d'attention. C'est juste que t'as pas assez d'attention. Hein? T'as pas peur de tomber en arrière en tout cas, hein, tu sais que je te retiens. Bon. Je veux le même. Ah, si vous saviez, c'est le chien le plus gentil du monde. C'est un chien exceptionnel, mais, qui quand je stream a tendance à manquer un petit peu d'attention, manquer un petit peu d'heures de jeu avec son maître. Donc qui a tendance à, au bout de 2 heures, m'embêter. À chaque fois au bout de 2 heures, qui vient m'embêter, qui vient me faire des câlins, hein. J'en veux pas de cette monstruosité carnassière. Ah oui, ça c'est méchant, les pitbulls, faut faire attention, hein. Vous voyez bien un peu la bête sauvage que c'est, hein. Hein, regarde un peu les gens. Montre tes beaux yeux aux gens du stream. Bon, bon, bon. Ah merde, j'ai perdu ma page du tout. Mais c'est pas grave, j'étais au chapitre La Citadelle. Alors tu vas devoir te coucher, tu vas devoir t'installer bien parce que moi je vais lire et ça va vraiment pas être pratique si t'essayes de me faire des bisous toutes les 2 minutes. Donc, les Parisiens ont déjà vécu leur journée la plus sanglante, mais ils continuent de se mobiliser, ils continuent de se dire que quelque chose va se passer. Et pas seulement les Parisiens, parce que des gens font des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller à Paris et s'y retrouver la nuit du 13 au 14 juillet. On s'était arrêté là, la nuit du 13 au 14 juillet, dans un chapitre qui s'appelait Insomnie. Les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas. Les gens sentent qu'il est en train de se passer quelque chose. On va au mont-de-piété, on va chercher des armes et des armures qui voilà, viennent de pays exotiques, viennent de temps anciens, etc. Donc on se retrouve avec les pires prolos, parce qu'on disait hein, 80 000 chômeurs à Paris sur une population de 600 000 habitants. Donc vraiment des gens qui ont très 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 peu d'argent, qui se retrouvent dans des armures antiques, dans des pièces de collection, avec des canons qui viennent du Siam, etc. Bon, on a dévasté déjà la maison de Réveillon. Les hommes se sont mouchés dans les tentures, les enfants ont pissé sur les tapis, les femmes ont volé toute la nourriture qu'il y avait là-dedans, et on s'est dépêché d'en sortir alors que la maison était en train de cramer. Je rappelle que Réveillon, c'était le plus grand fabricant de papier peint de l'époque, le papier peint qui avait été mis à la mode par Marie-Antoinette. Et, Réveillon avait lancé les premières révoltes du peuple parisien en baissant le salaire de ses ouvriers de 20 sols par jour à 15 sols par jour en disant mais de toute façon ils sont déjà bien plus riches que moi mes ouvriers alors qu'ils avaient même pas de quoi manger. Donc on a de la protestation et on avait fini de lire cette nuit du 13 au 14 juillet qui est extrêmement tendue. Il fait extrêmement chaud, c'est je crois l'année la plus chaude et la plus froide du XVIIIe siècle, la 1789, c'est une année assez particulière. Il fait très chaud, les cathédrales sonnent leur tocsin, donc qui est un bruit très fort. Le ciel est déchiré. euh, les bourgeois essayent de faire des discours, personne ne les écoute, les gens hurlent. On ne sait pas bien ce qui va se passer, mais on sent qu'il va se passer quelque chose. Voici le temple d'Horus, 8 tours, qu'un mur relie. 3 mètres d'épaisseur, le mutisme, la surdité, peu d'ouverture, aveugle, la citadelle, très haute, construite en 12 ans. De portes, elle devint bastide, flanquant la ville, fausse porte donc. Forteresse, entrepôt, arsenal, coffre-fort, prison. Elle a ses oubliettes, comme tous les châteaux en son temps, ventre mort.
figure inexpressive de la vieille Égypte, dieu de sable et de pierre, masse énorme, bégude, tarasque, baou, on ne sait quel sens te donner si tu fus la grande chose obscure, Orion, Cocyte, dieu du silence, âme morte, pétrifiée. Beaucoup de phrases nominales, on n'avait pas beaucoup de phrases nominales jusque-là, mais là on a beaucoup de phrases nominales d'un coup. Je note qu'il a religieusement attendu que tu aies fini de lire Lordon, par contre, c'est vrai. Ou si tu fus toute autre chose que nous ne savons plus. Anat, la pureté de tes proportions, le dissimulant, l'ire et la misère s'étant jointes à te jeter bas. Ce qui frappe tout d'abord, c'est une disproportion. Alors je vais rajouter un petit peu de lumière. Entre le quartier Saint-Antoine, les petites maisons, les cabanes derrière, les immeubles même, et la Bastille. Elle surplombe le quartier, elle le couve. On se demande ce qu'elle fait là. Elle sidère. Toute la nuit, des groupes s'étaient formés sous les tours. Dans la citadelle, les gardes n'étaient pas tranquilles. Des coups de fusil avaient claqué dans le vide. Une foule muette et récalcitrante errait autour des murailles. On savait que la poudre était là, que le gouverneur de Launay l'avait fait transporter nuitamment depuis l'arsenal à la forteresse et qu'il avait pris d'autres précautions comme ces brouettes de pavés qu'on avait vues chargées en haut des tours. Très tôt, les émutiers du faubourg étaient venus de plus en plus nombreux. Alors t'es en train de tomber, Nikita. Tu es en train de tomber. Ok, il faut que moi je te retienne pour pas que tu tombes. Des enfants s'amusaient dans le ruisseau, des chiens aboyaient. Il y avait aussi de grandes mouettes. Ah, nous ne pourrons jamais savoir, nous ne saurons jamais quelle flambée parcourut les cœurs, quelle joie. Nous pourrons peut-être brûler du même feu, mais pas le même jour, pas la même heure. Nous pourrons bien interroger minutieusement les mémoires, parcourir tous les témoignages, lire les récits, les journaux, éplucher les procès-verbaux, on ne trouvera rien. La véritable pierre de Rosette, celle qui permettrait d'être partout chez soi dans le temps, nous ne l'avons pas trouvée. Non mais... Tu es en train de tomber parce que mes genoux ne font pas 3 mètres de long. Voilà. La vérité passe à travers nos mots, comme le signe de nos secrets. Dès le matin, l'attroupement avait grossi autour de la Bastille. Il y eut des chiens qui aboyaient, un mulet qu'on tirait vers Paris, des jeunes gens ivres. Oui, il y avait des vieux très pauvres, des commerçants très gros et des jeunes filles très belles. Nicolas Darras était là, dès 6 heures dans la cour de l'Arsenal. Il y était avec les deux Moreau, François, lieutenant, qui avait 23 ans, et Philippe, capitaine, qui est l'aîné et n'a qu'1 an de plus. Les gardes françaises sont là, petits bonshommes bleu, blanc, rouge. On aperçoit une nuée de tricornes et de bonnets à poil. Alors d'abord clairsemé, une foule n'est presque rien, ça prend l'air de tous les côtés. On n'a pas peur, l'excitation est encore toute petite. Puis les mailles se resserrent, insensiblement. On dirait que l'eau monte et soudain, les coudes se touchent. La rumeur est énorme. Et là, on va commencer à avoir une vraie description de la foule. La foule en tant que quantité, et surtout la foule en tant que quantité guerrière. Et là, ça va commencer à devenir très intéressant. Ça va? Ça ne dérange pas? Ah, comme ça enfle. Et ces jeunes gens dépeignés là, qui se marrent, et cette vieille mère qui se mouche dans son tablier. Comme ce dut être excitant d'être là dans le petit jour, de se chambrer et de rire, de ruser avec la peur. Il n'y a rien de plus beau et de plus grisant que le petit jour. Un vent frais soulève les chevelures, gonfle les chemises. On arrive de tous les coins de Paris, inquiets mais heureux. Une foule déjà nombreuse avance jusqu'au baraquement qui borde la Bastille. Ils aperçoivent les fusils braqués du haut des tours. Eux n'ont que des bâtons, des pavés, quelques fusils, bien peu de poudre. On fraternise avec les gardes françaises et tous ceux qui se tiennent au pied de la forteresse. C'est une ambiance curieuse, électrique. On se sent proche sans se connaître. On échange quelques mots, on rigole, quand soudain, depuis la Bastille, partent des coups de feu. 2 hommes tombent, morts. Un garçon de 15 ans a le bras percé. La foule se répand par le chemin tournant, le long des boutiques. On se blottit contre les murs de la cour, on se disperse en poussant des cris. Un type fait de grands gestes de ralliement. Il poste quelques hommes le long des casernes, qui font aussitôt feu sur les tours. Mais les balles raflent la pierre. Ce type, c'est Fournier. À peine sorti de l'enfance, il s'est fait domestique. Puis il est parti à l'aventure à 15 ans pour Saint-Domingue, d'où il rapporta ce grand surnom, l'Américain. Il est sans vernis, il a peu étudié, il sait à peine écrire. Mais il sait mener la troupe. La vie s'est agrandie toute seule autour de lui. Il a écouté d'une oreille indiscrète aux portes de service vécues dans les bistrots. Alors, je rappelle, ce n'est pas de... Enfin, c'est de la fiction, mais les personnages sont réels. Tous les personnages décrits sont bien réels. À l'instant, le quartier semble mort. Les 2 cadavres restent couchés au milieu de la cour, comme de la paille après l'orage. Puis la foule revient, lentement, longeant les murs. Mais les coups de feu reprennent. Un garçon de 12 ans est touché, il est là, seul, incapable de se relever. Fournier lui crie de ne pas bouger, ils vont venir. L'homme est envahi par ce mélange de colère et de pitié qui est le fond brûlant de son caractère. Soudain,
Les gardes français sortent de leur retraite et tirent en direction de la Bastille. Fournier a le cœur qui bat, et il se lance à travers la cour. Donc là, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que la garde française n'est pas du côté des milices bourgeoises, enfin des milices que les bourgeois ont engagées pour défendre leur pouvoir. Bras sur l'épaule, il traîne le garçon à l'abri des balles, et aussitôt, on décide de le transporter à l'hôtel de ville. La blessure est mauvaise, il faut partir tout de suite, on ne va pas le laisser crever. On le hisse à la sauvette sur un bout de planche, on le trimballe en cahotant jusqu'à la rue, mais la rue Saint-Antoine semble soudain bien longue, la planche scie les doigts, le garçon geint. Fournier a pris une balle lui aussi, il boite. Il ameute tous les gens que l'on croise. Il commet de terribles exploits de langage, il hurle qu'il faut des armes et de la poudre, il parle comme un placardier pour les poteaux, les murs, les palissades. Quand on lui répond qu'il faut aller chercher tout ça à l'hôtel de ville, il raconte la litière appuyée sur la jambe qu'ils y ont déjà été, qu'on ne leur donnera rien et que le maire de Paris est un Jean Foutre. Derrière eux, le feu continue, mais une fois dépassé Saint-Paul, on dirait que cela s'arrête. La fusillade fait un bruit intermittent et lointain. Des gens approchent timidement. On demande ce qui est arrivé au gamin. Fournier raconte tout et de nouveau s'emporte. Un petit vent lui balaye la figure. Avec lui, la révolution commence par la rue. La foule s'écarte. Les hommes sont épuisés, des inconnus les aident. On fait une halte près de la fontaine. On pose la civière en titubant. Fournier trempe un mouchoir dans l'eau pour le front du blessé. Parmi les porteurs, il y a un type très grand. Il soutient à lui seul un côté du brancard. Fournier le regarde. C'est un noir. Fournier et le nègre se regardent. L'enfant divague et gémit. On le dépose près de la fontaine. Fournier et le noir se penchent sur lui. Je vois les deux hommes et l'enfant, mais peut-être que je rêve. J'hallucine. L'homme irascible, Fournier, l'homme de querelle, le petit maître ruiné, converti à la colère, et le noir, Delorme, tous deux face à face au petit matin. Et si Fournier est un ancien colon, s'il a monté sa fabrique de tafia à coups de trique, et s'il a tout perdu, le nègre n'est pas n'importe qui non plus. Il s'appelle Guillaume Delorme. Quelque temps plus tôt, lors d'une réunion de colons chez l'avocat Joly, sa présence a été remarquée. En bas du cahier de doléances, pour faire enrager les autres, il a signé Delorme, un nègre à particules. Normalement, il s'appelle Lorme, mais quand il signe Delorme, parce qu'un nègre à particules, évidemment, c'est quelque chose qui fait rager les bourgeois. Ah non, il s'appelle Delorme, mais il a signé plus loin Lorme. C'est bien Delorme son nom, mais en un seul mot, et il l'a signé en 2 mots, pour faire croire qu'il avait une particule, pour faire rager les gens. Bien plus tard, lorsque le torrent tout emporté, on le retrouve, le de Prairial, il braqua un canon sur l'Assemblée nationale. Dans les rues du faubourg Saint-Antoine, il dresse la dernière barricade de la Révolution. Le soleil rosit les façades du Marais, les miroirs reculent, un chiffonnier récolte les sanglots. Fournier se torche avec sa manche, sans lâcher l'autre du regard. Je les imagine, Fournier l'américain dont l'amertume se confond au courroux politique, et Guillaume Delorme, le nègre sans culotte, l'un blanc, l'autre noir, comme 2 cordes que l'on tresse, s'examinant, curieux, se vérifiant, se reniflant peut-être, quelque part entre l'église Saint-Paul et la Croix-Blanche. Je les imagine sur un garçon blessé. Ils ont traversé l'océan, l'un enfant d'esclave entre des barils de sucre en direction de l'Europe, l'autre petit crotteux partant chercher fortune aux Antilles. Leurs vies se sont croisées, emportées dans des contradictions sans retour. Mais la vie rectifie parfois la trace de nos luttes. Fournier a tout perdu et il est revenu en arrière, maugréant. Et maintenant, les voilà autour d'une civière en train de tenir l'un un mouchoir humide, l'autre la main froide du garçon. L'Atlantique passe au-dessus d'eux comme l'Atlantique passe au-dessus d'eux sous forme de nuages. Le blessé a soif. Le nègre lui donne à boire. L'enfant sourit et caresse ses cheveux crépus. Le nègre rit. Les yeux du gamin se ferment, sa lèvre tremble. Delorme laboure sa chemise, la blessure est toute rouge. Il la panse comme il peut. Ses mains noires sont pleines de sang. Fournier parle doucement et, dans sa paume, il tient la tête du petit qui pleure. Il ne veut pas mourir, la journée commencerait bien mal. Pardon, j'ai raté l'intonation. Des gens affluent de toutes parts, se pressent, émus. Dans le petit matin, ils demandent ce qui se passe. Les coups de fusil les ont réveillés. On tue les enfants, répond Fournier. Vers 10h30, les émeutiers venaient des Invalides. Les émeutiers venant des Invalides déboulent par toutes les rues environnantes. Les places se remplissent, les abords de la prison sont bondés. Une rumeur circule. Un gamin court entre les groupes et gueule qu'un bataillon du roi arrive par le nord. On discute sur les pas de porte, on se hèle. Quelle misère! Un commerçant propose qu'on aille à l'hôtel de ville. Il faut avertir l'Assemblée, réclamer du secours à Lafayette. Mais aussitôt, c'est la bousculade. On hurle que Lafayette est qu'un Jean Foutre, que le prévôt est un Jean Foutre. On s'empoigne.
Entre discussions de petits marchands et caquets de poissardes, un gros type, barbe noire et chemise entrouverte, parvient à ameuter quelques hommes et ils s'en vont vers la porte Saint-Denis afin d'arrêter les soldats. Mais ce ne sont pas les armées du roi qui entrent dans Paris, ce sont des hordes de déserteurs. On dit qu'il y eut, ce jour, près de 200 000 personnes autour du monstre, ce qui représente la moitié de la ville une fois retranchés les nouveau-nés et les vieillards et les malades. Cela veut dire que tout le monde y est. Ce doit être une foule prodigieuse, une sorte de totalité. On ne voit jamais ça. La totalité se dérobe toujours, mais ce matin-là, le 14 juillet, il y a les hommes, les femmes, les ouvriers, les petits commerçants, les artisans, les bourgeois, même les étudiants, les pauvres, et bien des brigands de Paris doivent y être, attirés par le désordre et l'opportunité incroyable, mais peut-être aussi, comme tout le monde, par autre chose de plus difficile à nommer, de plus impossible à rater, de plus jubilatoire. Dans la forteresse, l'inquiétude grandit. Le gouverneur grimpe sur les tours. Il entend l'immense foule râler tout en bas. Il la voit qui tribule autour de lui, autour comme un lavis bouillant. On dirait que... Mais j'ai peut-être pas assez de lumière, c'est pour ça que je galère. Non, j'ai la lumière à fond en plus. Je sais pas pourquoi je galère ce soir. Pardon, du coup je vais avoir plein de lumière sur la gueule, hein, mais je préfère ça que de pas réussir à lire. On dirait que Paris vient d'être frappé par une immense baguette de sorcier. De sourcier. Putain, vous voyez, j'arrive pas. On dirait que Paris vient d'être frappé par une immense baguette de sourcier. De toutes parts, ça s'écoule entre les murs jaunis, à travers les jardins et le long des fosses. Il y a des gens partout. Il faut imaginer ça. Il faut imaginer un instant le gouverneur et les soldats de la citadelle jetant un œil par-dessus les créneaux. Il faut se figurer une foule qui est une ville qui est un peuple. Il faut imaginer leur stupeur. Il faut imaginer le ciel obscur, orageux, le lourd vent d'ouest, les cheveux qui collent au visage, la poussière qui rougit les yeux, mais surtout la foule, de toutes parts, au bord des fossés, aux fenêtres des maisons, dans les arbres, sur les toits, partout. Durant sa longue histoire, la Bastille avait déjà été prise 3 fois. La première pendant les journées des barricades le 13 mai 1588. La deuxième lors de l'entrée d'Henri IV dans Paris. Elle résista quelques jours et finalement tomba. La troisième durant la Fronde. Mais le 14 juillet, la Bastille n'est pas assiégée par le duc de Guise et quelques marauds. Elle n'est pas tourmentée par les armées du roi de France ni par celles du prince de Condé. Non. La situation est tout à fait nouvelle. Sans exemple dans les annales. Le 14 juillet 1789, la Bastille est assiégée par Paris. Et donc Paris, c'est le nom du chapitre suivant. Paris. Je vais boire un coup. Mais pas de Red Bull parce que sinon je vais rôter en lisant. Et ça va être chiant. Tu veux goûter ? Ouais. Une ville est une énorme concentration d'hommes, mais aussi de pigeons, de rats, de cloportes. Les villes sont apparues il y a environ 5000 ans. Elles sont nées quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, comme l'agriculture, l'écriture ou le jardin d'Éden. Caïn serait à l'origine de la première ville au pays de l'errance. Ça, je vous l'ai déjà raconté à travers Victor Hugo. Et en effet, chaque ville est bien une réunion d'émigrés et de traîtres et de traînes savates. On y retrouve tous les apatrides. Les métaux et l'art de la flûte y seraient nés. Ce sont souvent les villes que Dieu châtie. Enoch par le déluge, Sodome et Gomorrhe par une pluie de feu et Jéricho en un coup de trompette. Et Jéricho en un coup de trompette, je vous l'ai lu aussi à travers Victor Hugo, c'était le poème Sonnez toujours clairon de la pensée. C'est Joshua qui fait tomber Jéricho avec son coup de trompette. C'est que la ville est le moyen que l'homme a trouvé d'échapper au projet de Dieu. Ça aussi, je vous l'ai raconté. Finalement, à travers Victor Hugo, je vous ai raconté toute la Bible. Mais cette fois-ci, le 14 juillet 1789, Babylone sera plus forte que le déluge. Plus vive que la fournaise, plus bruyante que toutes les trompettes. À présent, la ville est immense. Paris est une des plus grandes villes du monde. Ce n'est plus une cité avec son agora, son forum. C'est une grande ville moderne avec ses faubourgs, la misère qui s'agglutine autour d'elle, saturée de nouvelles et parcourue des rumeurs. On y trouve des gens de toute la France, de l'étranger même, des émigrés parlant leur patois, mêlant leur vie et accédant à l'expérience du très grand nombre, l'anonymat. Oui, désormais nous sommes anonymes, dégarnis de la famille ancienne, purgés des rapports féodaux, désempêtrés du coutumier, délivrés du proche. Paris, c'est une masse de bras et de jambes, un corps plein d'yeux, de bouches, de vacarmes. Soliloque infini, dialogue éternel, avec des hasards innombrables, avec de la contingence en pagaille, des ventres qui bouffent, des passants qui chient et qui lâchent leurs os, des enfants qui courent, de vendeuses de fleurs, des commerçants qui jacassent, des artisans qui triment et des chômeurs qui chôment. Car la ville est un réservoir de main-d'œuvre pas chère. Or, on apprend beaucoup à chômer. On apprend à traîner, à regarder, à désobéir, à maudire même. Le chômage est une école exigeante. On y apprend que l'on n'est rien. Cela peut servir. Ah, elle est très belle cette phrase.
car la ville est un réservoir de main-d'œuvre pas chère. Or, on apprend beaucoup à chômer, on apprend à traîner, à regarder, à désobéir, à maudire même. Le chômage est une école exigeante. On y apprend que l'on n'est rien, cela peut servir. Ça, c'est une phrase révolutionnaire, les gars. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Les gars, pardon. C'est pas très inclusif de dire ça. Une ville est un personnage. Pas de vaudeville ou de tragédie, non, un personnage pour pièce en plein air, sans figurant, sans cœur, sans mise en scène. C'est une masse, une foule, cohue grisante, une flopée, une multitude. À Paris, on est venu de partout, de Pontarlier, de Gigny, d'Épernay, de Loudun, de Guémard, de Montpérou, de Quenoche, de Verrières. On est devenu tailleur, cordonnier, manouvrier, commis, mendiant, putain. Ils s'appellent Mathieu, Guillaume, Firmin de leur nom de famille, car les pauvres n'ont souvent pas mieux à se mettre. Ils peuvent aussi porter nom et prénom pareils, Pierre-Pierre, Jean-Jean, cela signe 2 fois leur pauvreté. Ils ont aussi des noms de métiers, mercier, meunier, leçonnier, vigneron, car ils bossent, oui. Avant tout, ils sont là pour peiner. Mais encore des noms ridicules, Godaillé, Quignon, Fagotte, Bourgonneau, Tronchon, Pinard, puisqu'ils ne sont rien que des mouches et des vermines. Ils ont aussi des sobriquets, Pasquier dit Branchon, Munch dit Meuche, eux dit Armand, mais bientôt on aura un nom. On s'appellera Étienne Lantier, Jean Valjean et Julien Sorel. La classe! La classe! Putain. Étienne Lantier, Jean Valjean et Julien Sorel. Bon, trois grosses références littéraires. Que je dise pas de conneries. Étienne Lantier, donc, c'est Germinal. Jean Valjean, c'est Les Misérables. Et Julien Sorel, j'oublie toujours le nom. Je sais pas pourquoi. Julien Sorel, c'est... Ah merde, Le Rouge et le Noir. Putain, Stendhal. En un siècle, on a dressé plus d'une centaine de cartes de Paris, mais de toutes parts, la ville avance. Elle change de forme et déborde toujours. En 1705, le géographe Nicolas Defer grave un plan de Paris pour les besoins de la police. Mais aussitôt que la carte est finie, patatras, elle est trop exiguë, la ville éclate. Jean de la Caille s'y coltine. Ce seront 20 planches très belles de petits morceaux découpés comme des parts de gâteau. Mais là encore, les crieuses de tisane et de vieux chapeaux suivent toujours plus loin les diligences poussiéreuses. La ville fait des siennes. L'étouffante menace d'être seule la torture. Elle étend les bras, s'étire dans les marais, ouvre les jambes. Déjà, Louis XIII, quoique galant homme, avait décidé de fixer des bornes à Paris, de corseter la ville, et l'administration royale s'était employée à poser des barrières, des poteaux. En vain, la ville s'étalait. À son tour, Louis le Grand tenta le coup. Il souhaitait enfermer Paris dans les limites raisonnables. Son projet ne l'était pas. La ville grandit, et toujours, sous la Régence, elle s'outrepassa. Jaillot fit une nouvelle carte, mais à peine l'eut-il achevée que quelques minutes plus tard, elle périma. Aussitôt majeur, Louis XV se jette dans l'arène, et l'abbé Jean de la Grive, qui avait déjà publié 10 ans auparavant un plan de la capitale avant de le détruire, le jugeant trop imparfait, accepte le défi. Il procède à de nombreux relevés, s'abandonne aux méandres glaiseux de la réalité, se perd dans les dédales de petites rues, d'impasses, se retrouve finalement, et lorsque les Champs-Élysées apparaissent pour la première fois sur une carte, c'est sur la sienne. Trop tard, la ville est déjà partie, elle a encore écarté les pattes. Alors on sort le grand jeu. Le pouvoir en a marre de cette capitale toute bosselée, on nivelle, on arrase, il faut que la ville soit aussi plane qu'une carte de géographe, aussi douce qu'une feuille de papier. Et puis les plans se multiplient, se chevauchent, le Scotin, le Cassini, un autre de la Grive, le Sutter, le Vaugondi, le Deharme, un dernier Jaillot, se succèdent dans un hoquet. Rien n'y fait, la ville sort d'elle-même, se pâme, se vomit, exhibe ses bosses, Belleville et Montmartre sont désormais dans Paris. Enfin, Louis XVI, le débonnaire, monte sur le trône, mais comme tous les tyrans indulgents magnanimes, il sera plus féroce que ses prédécesseurs. Il veut tout de même la tenir, sa capitale. Sous son règne réputé, Bonace... Bonace, c'est pas bon... Bon, pas besoin de... pardon. Le fait que je revienne dessus, ça fait que je fais moi-même le jeu de mots, pardon. On planimétrise à tour de bras. Hainaut et Rapilly en font une merveilleuse petite carte. Vient ensuite celle de Bonn, où la scène dessine son beau point d'interrogation à l'envers. Puis Hainaut et Rapilly récidivent, tentant de le surpasser. Et bien d'autres cacographes grimperont ainsi sur le cheval de bois et entreront dans le manège. De carte en carte, la ville grandit à vue d'œil comme un enfant sur les photographies, comme si l'on feuilletait un furieux folioscope. Ah, il ferait bien d'attendre un petit peu ces géographes qu'elle ait terminé de s'allonger pour en tirer le portrait. Mais non, ils veulent la prendre sur le vif et la déposer aussitôt sur son lit de mort. La ville n'y consent pas. Versailles se fâche. Puisque la ville ne veut pas se tenir tranquille, on va la ceindre d'une immense barrière, tout autre chose que la vieille muraille de Philippe Auguste. Il y aura des portes, des péages. Les fermiers généraux feront payer
leur droit d'entrée. La ville sera tenue en otage, on pourra lui faire rendre gorge. Et en effet, Paris est enfermé. À coups de briques et de pierres de taille, la ville est entourée d'un gigantesque mur. On enclôt plus de 3000 hectares. Les travaux sont menés tambour battant. 1786, l'enceinte méridionale est terminée. 1788, Ledoux voit s'achever la rotonde de la Villette. Et par son splendide puits de lumière, il peut mirer le ciel. Les Parisiens maugrés. Mais le mur est à peine terminé, on n'a même pas pendu la crémaillère, que dans la nuit du 12 au 13 juillet, les Parisiens incendient ces barrières et percent de nombreuses brèches dans l'énorme coquille. Pauvre mur des fermiers généraux, il n'aura pas tenu plus longtemps que les cartes de la ville. Ni la géométrie foncière, ni l'art des clôtures ne sont parvenus à boulonner cette énorme masse d'hommes. D'ailleurs, la ville est un vaste chantier, les piétons slaloment entre les échafaudages, les tas de sable et les pierres. Les rues se prolongent, les vieilles maisons sont démolies et la ville continue de s'étaler sans cesse, lascive, concupiscente. Moi, j'ai connu ça un petit peu, avant quand je vivais à Beaumont-sur-Oise, donc là où je vous racontais que j'ai failli voir, parce que j'étais là quasiment le jour même, le lendemain, Adama Traoré se faire tuer. Beaumont-sur-Oise, c'était une ville qui était une ville rurale, très très active, vraiment un cœur actif de la région de Pontoise, qui était un endroit très important au Moyen-Âge, parce que Pontoise, c'était le seul passage en fait entre la région parisienne et la région de la Picardie. Et la Picardie, c'était le centre culturel de la France pendant très longtemps. Et donc Beaumont-sur-Oise était resté une très grande ville jusqu'à il y a à peine 15-20 ans en fait. Et sauf que maintenant, Paris continue de s'étendre et s'étend jusqu'à des villes qui sont quasiment aujourd'hui en Picardie. Aujourd'hui, vous arrivez quasiment en Picardie et vous êtes encore dans des villes qui sont peuplées que de gens qui, le matin à 6h, ils sont dans le train direction Paris et vont travailler à Paris. Ce sont des Parisiens. Et aux yeux de tout le reste de la France, ce sont des Parisiens. Alors que là où ils vivent, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était très loin d'être Paris, quoi. Donc, dernier chapitre que je vais lire ce soir, je pense, la foule. Il faut écrire ce qu'on ignore. Au fond, le 14 juillet, on ignore ce qui se produisit. Les récits que nous en avons sont empesés ou lacunaires. C'est depuis la foule sans nom qu'il faut envisager les choses. Et l'on doit raconter ce qui n'est pas écrit. Il faut le supputer du nombre, de ce qu'on sait de la taverne et du trimar, les fonds de poche et du patoile, des choses liards, froissées, croûtons de pain. Le plancher bâille. On aperçoit le très grand nombre muet, masse aphasique. Ils sont là, à la Bastille. Il y a de plus en plus de monde dans les rues tout autour. Ceux qui ne possèdent pas de fusil se sont armés de bâtons, de méchants bouts ferrés, de merlins, de tire-bouchons, qu'importe. Bon. Les merlins, c'est des choses pour fendre le bois, ça ressemble à des haches. Je crois que oui c'est ça, la hache fend le bois à l'inverse, perpendiculairement aux fibres du bois, et le merlin fend le bois le long des fibres. Je crois que c'est ça en gros. Depuis l'Arsenal jusqu'à Saint-Antoine, les quais et les rues sont noirs de monde. Les gueux, les décrotteurs, les cochers, tous les campagnards venus chercher pitance à Paris sont là. Les étudiants arrachent les pieux des palissades, les pieds des tabourets, les bras des charrettes. On saute, on crie, de lourds nuages roulent sur le ciel. On pisse devant les portes. Qu'est-ce que c'est une foule ? Qu'est-ce que c'est une foule ? Et là, je reviens sur ce que je disais. Allez voir la chaîne YouTube, La Fouloscopie. Ce livre fait partie aussi de ce moment où l'histoire a commencé à s'intéresser à la foule, mais aussi la sociologie, mais aussi la science en général, et la littérature, etc. Donc là, un texte important dans la réflexion de la foule. Qu'est-ce que c'est une foule ? Personne ne veut le dire. Une mauvaise liste dressée plus tard permet déjà d'affirmer ceci. Ce jour-là, à Bastille, il y a Adam, né en Côte d'Or, il y a Omassip, marchand de bestiaux né à Saint-Front de Périgueux, il y a Béchamp, cordonnier, Bersin, ouvrier de tabac, Berthelier, journalier venu du Jura, Bezou, dont on ne sait rien, Bizot, charpentier, Mamès Blanchot, dont on ne sait rien non plus, à part ce joli nom qu'il a et qui semble un mélange d'Égypte et de Purin. Il y a aussi Boeller, Charon, Bouin, Corroyeur, Branchon, dont on ne sait rien du tout, Bravo, menuisier, Buisson, tonnelier, Cassard, tapissier, Delattre, buraliste, Defruit, forgeron, Demey, maçon, Delors, limonadier, Desplat, maréchal ferrant, Devauchel, porteur d'eau, Drolin, serrurier, Dufaux, cordonnier, Dumoulin, cultivateur, Duret, boulanger, Estienne, inconnu, Évrard, passementier,
Féhu, ouvrier en laine, Génard, employé, Girard, professeur de musique, Grandchamp, d'horreur sur métaux, Grenot, couvreur, et Grosfillet et Guérin et Guigon, ah, ça en fait des mammifères, des petits bonshommes de Bruegel. Il y a encore Guindor, lailletier, Amet, marchand de fruits, Avare, concierge, Éric, inconnu, Eulin, journalier, Jacob de la Marne, Jarry, cantonnier, Jacquier, inconnu, Javot, pompier, Joseph, charpentier. C'est étrange, les noms, on dirait qu'on touche quelqu'un. Ainsi même, quand il ne reste rien, seulement un nom, une date, un métier, un simple lieu de naissance, on croit deviner, effleurer. Il semble qu'on puisse entrevoir un visage, une allure, une silhouette. Et entre les mâchoires du temps, on croit parfois entendre des voix. Celle de Joutot, chaudronnier, celle de Julien, cafetier, celle de Klug, fabricant de chandelles, de Cabert, le prussien, de Cobb, le belge, de Lamourou, le mécanicien, de Lamy, ouvrier au port, de Lambolet, le journaliste, de Lang, le cordonnier, de Lavenne, le maçon du Ferblantier, le comte, et même de Lecoq, qui n'a pourtant pas laissé plus de traces qu'une mouche. Il y a des milliers de types en tablier avec leurs pics, leurs haches, leurs couteaux. Il y a Peignet dont la mère s'appelle Anne Secret, ce qui est sublime. Richard qui finira aveugle aux Invalides. Sagot qui va mourir dans 1 heure. Julien Billon qui cause plus loin avec des camarades. Il y a Poulain, ouvrier à bras. Vachette, journalier. Jonas, Dannonnet, Jacob du Barin. Et secrétin de Boissy-la-Rivière. Et Raison et Cimetière et Conscience et Soudain et Rivière et Rivage. Bon, tous les noms un peu jolis. Bien sûr, un nom, ce n'est pas grand-chose. Un métier, une date, un lieu, modeste état civil, une étiquette. Ce sont des syllabes de la vérité. Le grand qui était concierge, le gros capitaine, le grillou, monteur en pendule, le slin, manouvrier, maçon, le cloutier, mercier, le teinturier, minier, le tailleur, saunier, l'ouvrier en soie, terrière, le scieur en long, Mic, le serrurier, Miclet, le Jean Foutre, les frères Moreau, Jean Foutre eux aussi, Motiron, le fabricant de lacets, Navizet, le doreur, Nus et Oblisque, les que-dalle, où ont tous bel et bien vu le jour et boulonné et bouffé et bu et marché en long en large à Paris ce jour-là, c'est en chair et en os qu'ils étaient à Bastille. Oui, il y avait Pinon le bottier, Paul le médecin, putain c'est long hein. Bon, on va le lire, mais c'est important parce que même si c'est long, même si c'est un peu éprouvant, ça nous donne une représentation des métiers de l'époque et ça nous donne c'est une foule et ça nous donne un petit peu la notion d'à quel point c'est inconcevable le nombre de gens qui étaient tous des individus. Il faut pas que la foule soit la négation d'individus. Ces gens-là avaient une vie, un métier, des connaissances, des gens qui les aimaient, etc. Mais c'est pas fait pour comprendre l'action de la foule. Donc Paul le médecin, et Pinson, et Potron, et Pitel, oui, ils étaient tous là, derrière leur barbe de 3 jours, et la grille rouillée de lames baragouinant au pied des murailles de pierre. Oui, tout en bas, entre les arbres du jardin de l'Arsenal et les ruelles du faubourg. Nous savons qu'il y avait un Plessier et un Ramelet, vendeur de pinards, qui sûrement gueula, tant qu'il put. Il y avait un Piot du Jura, un Rollo de nulle part, un Ravet de je ne sais où, un Quentin sans adresse, un Queneau, il y avait même un Poulet, paraît-il, et un Quignon, un Rebard, un Robert, un Roger, un Richard, il y en avait pour tous les goûts, et il y en avait pour le bottin entier. Il y avait un Roland de 1L et un Roland de 2. Il y avait un Roseleur et un Rotival. Ah, que c'est émouvant les noms propres. Le bottin de la Bastille, c'est mieux que la liste des dieux dans Hésiode. Ça nous ressemble davantage, ça nous rafraîchit la cervelle. Alors continuons, ne nous arrêtons pas, nommons, rappelons les faméliques, les chevelons, les gros blairs, les yeux louches, les beaux gars, tout le monde. Rappelons un instant ce Saint-Éloi, qui par un heureux hasard des noms, vit à Saint-Éloi, et qui fait le beau métier de teneur de bain. Rappelons Saveuse, le gendarme, Sassard le couillon, Scribot le cutéreux, Servant l'employé, Sérusier le marchand de légumes, et les 2 Simonins, l'un de Ludre et l'autre de Bayonne, et Thureau de Tournou, et Thureau de Tournu, et le grand Artanas Tessier, que personne ne connaît, venu de Gisors tout seul sans doute, et qui à 23 ans se trouvait là au milieu de la foule, heureux, car ils sont drôlement jeunes devant les fossés de la Bastille. Taboureux a 20 ans, Thierry a 26 ans, et l'autre Thierry en a 19, et le troisième Thierry dont on ne sait pas l'âge, on ne devait pas être plus vieux. Tissard a 23 ans, Touvray 21 ans, Tramont 20 ans, Tronchon 21 ans, Valin 22 ans, il n'y a rien de plus merveilleux que la jeunesse. Mais il y a aussi des noms sans date, sans métier, sans rien, plus émouvant peut-être, les Verneaux, les Vichot, les Viverges, qui dit mieux, il y a Perdu, dit Parfait, Paul dit Saint-Paul, Vattier dit Picard, Bouy dit Valois, Bully dit Milord, Cadet dit Labrier, Cholet dit Bien-Aimé, il y a des pères et les fils et les frangins, Guillepin Ier, Guillepin II, Tignard Ier et Tignard II, il y a Voisin Ier et Voisin II.
les deux caquets, les deux camailles, les quatre barons, il y a berger et bergère, il y a Goutte et les deux gouttards, il y a Petit, il y a le nain, il y a le Villard dit commissaire, il y a Bécasson, il y a Boulot, il y a Bourbier, il y a Caillou, il y a Canon, il y a Kit, il y a Pardon, il y a Renard sorti de son roman, il y a Robin sorti de sa chanson, il y a Roussel qui est cadet, il y a Le Lièvre et Le Loup, il y a Le Blanc et Le Noir, il y a Ride et Ridel, il y a Tinet et Tinard, il y a Têtu, il y a Tondu, et puis les noms se démolissent, ils s'usent les uns contre les autres. Ainsi, il y a Pan et Prou, Ouasse et Onas, et puis ce Peucheloche au nom si doux, et ce Pasquier dit Branchon, et ce Parmentier vivant à Regret, et ce Pierrat vivant à Liesse. La plupart sont des étrangers. Ils sont venus chercher du travail et s'agglutinent dans les faubourgs. Le pays d'où ils viennent parle le béarnais, le basque, le berrichon, le champenois, le bourguignon, le picaret, le poitevin, et même le soupatois, le maréchin, le mâconnais, le trégorois, à l'infini. Ainsi, Jarry venait de Saint-Mars-Douille, Ouard venait de Jouy, Falise était d'Amiens, Follet était de Citer, Garneret était de Quenoche, Garçon de Breuvage, et il y avait des émigrés arrachés de plus loin. Medel était de Mutzig, Cabert était importé de Louvain, Kiffé, il s'appelait, Kiffé contrebandé d'Oberdorf, et le beau Calcina Mélassi venait de Piémont. Ah, on éprouve un curieux sentiment de bien-être, une sorte de bonheur qu'on ne connaissait pas. On a dégringolé en chantant jusqu'à la Croix-Faubin. Fagotte cause avec un type qui est de Pontarlier et porte le nom mémorable d'Athanas Cajou. Et tout le monde cause. Lapi, qui est de Paris, cause avec Melot, qui est de Malbranc. Nézet, le forain, cause avec Collet, qui vient de Landrecy. Tous les accents se mêlent. Les patois, les métiers. Ferry vient de la Sarre, Feuillet qui vient d'Issoudun, et Boussin qui vient de la Vèze, et Bournillon qui vient d'Allonne, et Biezou qui vient de nulle part et crèvera du choléra à Paris 40 ans plus loin, et Bastide qui vient d'Aimargues, et il se retournera crever dans la misère, et Boc et Boisson et les deux Boquets, l'un de Vénaret et l'autre de Dompierre. C'est dingue ce qu'un faubourg contient de vie. Et si le temps a gardé trace de centaines d'hommes, des femmes, en revanche il ne nous reste que quelques noms. Marie Choquier, Catherine Pochera, Marie Charpentier, Pauline Léon. Le fleuve s'arrête là, il entre dans le sable, et si les femmes sont si mal servies par nos mémoires, si leurs noms de famille ont disparu, si leur adresse, leur date et leur lieu de naissance ne nous sont point parvenus, il nous reste du moins les prénoms du temps. Elle s'appelle Thérèse, Marie-Thérèse, Louise ou bien Marie-Louise, Catherine ou Marie-Catherine, Jeanne ou Marie-Jeanne, Anne ou Marie-Anne, car il y a des milliers de Marie dans cette foule du 14 juillet, et des milliers de Jeanne, mais il y a aussi Geneviève, Élisabeth, Madeleine, Françoise, Gabrielle, Julienne, Marguerite, oui, elles sont toutes là, elles donnent le bras à Boc et aux deux Boquets, à celui du Vénaret comme à celui de Dompierre. Avec Melot, elles partagent une pomme, avec Barrault, elles échangent une plaisanterie, avec Lavèze et Bournillet, un sourire. Mais on les appelle encore du nom de leur mari. Femme Garnier, femme Lorion, femme Gervaux, femme Lambert, femme Blanchet, femme Juteau qui bat le linge, femme Cotin qui picole au cabaret, femme Baudrat qui essore ses torchons, et femme Quintet qui souffle sa bougie, femme Titus qui torche son gamin, femme Navet derrière son comptoir et femme Bassin devant son lavoir. Et puis, ces femmes ont des métiers. Elles sont étalantes sur les trottoirs, couturières, ouvrières, polisseuses, loueuses de chaises, crieuses de vieux chapeaux, vendeuses de marées, marchandes de cannes, marchandes de fruits, marchandes d'épingles, marchandes de cierges, marchandes de crêtes et de crêtes de coq, marchandes de tout. Alors, marchande de crêtes de coq, ça ne veut pas dire quelqu'un qui vend des crêtes de coq, ça veut dire quelqu'un qui refile des maladies vénériennes. Les crêtes de coq, c'est une maladie du zizi qu'on a en faisant l'amour avec des femmes pas propres. Je me demandais où étaient les femmes. Je rêve d'une personne qui leur lira une liste des morts de leur politique. Plus de 11 000 morts par an par le seul fait du chômage. Les morts de la pollution, c'est que 11 000 par an le chômage? J'avais vu plus que ça. Oui, c'est bien les plus pauvres qui meurent du Covid, mais il y avait déjà un article dans l'UMA. C'est pour ça que j'ai gardé ce numéro-là de l'UMA en particulier, parce qu'il y avait un article qui parlait de à quel point les précaires mouraient beaucoup plus. Et que, en gros, parmi les grands précaires, on comptait 80% d'infectés du Covid. Enfin, c'était débile. En combien d'autres, et combien d'autres, dont les noms tombèrent à l'oubli? Nul ne le sait, nul ne les connaît. Sans eux pourtant il n'y a pas de foule, pas de masse, pas de Bastille. C'est jusqu'à eux qu'il faut aller, à travers la petite forêt de témoignages, à travers cette lisière qui s'effiloche, qui part de grands témoins, et qui s'efface à mesure qu'on va vers la foule, à mesure qu'on s'approche du peuple. Ainsi, depuis Chola, marchand de vin illettré, qui y laissera cependant un petit mémoire dicté jusqu'à Claude, qui avait alors 22 ans, était le fils d'Antoine Chaudronnier et de Marie-Louise, qui, en 1799, vivait rue de la Lappe,
Ce qui fait déjà une petite histoire. On doit encore tirer un bout de chemin et se rendre jusqu'à Roger, dont on n'a que le nom, rien que ça, Roger. Et de là, à partir de ces deux misérables syllabes qu'on a tant ailées depuis dans les Inques, dans toutes les usines de France et de Navarre, du fond de mutisme effrayant des choses écrites, il faut enfin abandonner toute trace, s'absenter des lettres, écarter les archives, mordre le néant et tomber dans le grand banquet où plus personne n'a de nom. Les nuages giflent le ciel. Le vent siffle par les rues, se tortille sous les toits et fait de grandes écharpes de poussière. On cligne les yeux, on respire derrière un pan de veste. Une immense excitation a gagné les faubourgs. On craint des régiments royaux qui encerclent Paris. On se souvient de réveillons, des 300 morts. On ne veut plus se laisser faire. Certains racontent que le prince de Lambesque fond sur l'hôtel de ville. Il faut les armes et de la poudre pour se défendre. Et sans cesse, de nouveaux groupes d'ouvriers et d'artisans, d'hommes et de femmes franchissent la porte Saint-Antoine. On parvient comme on peut à se glisser par le chemin de l'avancée. Boc et les deux boquets se font la courte échelle. Derrière eux, une femme leur demande ce qu'ils voient. C'est écrit ce qu'ils voient, hein. C'est pas moi qui dis, c'est écrit ce qu'ils voient, parce qu'il retransmet leur façon de parler. Toinette embrasse Bezou, Madeleine décoiffe Melot. Soudain, on s'écarte. Une délégation de l'hôtel de ville avance au milieu de la foule. Les soldats repoussent les curieux. 3 hommes, Jacques Belon, officier de l'arquebuse, Charton, sergent aux gardes, et Billefond, sergent-major, tentent péniblement d'atteindre le premier pont-levis. Une loueuse de chaises amuse la galerie en les imitant. Donc j'imagine, comme ça, les militaires qui marchent, elles se foutent de leur gueule. Il y a autour d'eux une grande multitude, et ils ont bien du mal à se frayer un chemin. On se moque un peu d'eux, on rit, on les bouscule gentiment. Voyant la foule immense qui suivait le gouverneur de la Bastille, leur fit savoir qu'ils ne pouvaient entrer que tous les 3, qu'il allait fournir 4 bas officiers en otage, la petite députation fut reçue. Elle exigea poliment que Launay retire les canons qui menaçaient la ville. On prétend que Bernard-René Jourdan de Launay était inexpérimenté, que sa défense fut mal préparée et qu'il montra beaucoup de faiblesse et d'indécision. Mais les jours précédant l'émeute de Launay, pas l'émeute de Launay, mais les jours précédant l'émeute, de Launay, avaient sérieusement renforcé les défenses. Il était aussi familier de la citadelle qu'il se peut. Alors attends, t'es en train de tirer mon micro, tu vas peut-être me le débrancher là? Non, attends. Oui, mais tu forces parce que t'as envie de te coucher confortablement, mais moi je force parce que je veux pas que tu me débranches mon micro. Vous m'entendez toujours, c'est bon? C'est bon? Ouais, c'est bon, ça a l'air bon. Mais les jours précédant l'émeute de Launay avaient sérieusement renforcé les défenses. Il était aussi familier de la citadelle qu'il se peut. Fils d'un gouverneur de la Bastille, il serait même né dans ses murs. Sa fille, ayant épousé le baron de Jumilac, dont le père avait été lui aussi gouverneur de la forteresse, Delaunay était apparenté à la Bastille doublement. Jusqu'à l'âge de 9 ans, il y avait vécu, il avait couru sur les tours, farfouillé ses caves et joué à l'équilibriste sur les affûts de canon. Il y avait passé toute sa petite enfance. Le 14 juillet 1789, il avait vécu à peu près 22 ans dans la citadelle. 22 ans. Ce n'était donc pas un bleubit. Les canons sont retirés des embrasures. Le gouverneur invite la députation à déjeuner. Mais la foule ne se calme pas. On est monté sur les toits, on a grimpé sur les réverbères, et à propos des 3 types entrés dans la Bastille, on commence à se poser des questions. Les gens parlent, disputent, argumentent. Les femmes distribuent du pinard. Parmi elles, un nom est resté, celui de Marie Choquier. Elle a 23 ans. Sa mère est marchande de vin à Laval. C'est tout ce qu'on sait. Chaque instant, la foule s'épaissit. Elle est de plus en plus dense. Les émeutiers des Invalides sont arrivés avec leurs fusils et réclament de la poudre. Une deuxième délégation se ferait difficilement un chemin. C'est la plus célèbre des 4 députations qui eurent lieu ce jour. À sa tête, Thuriot de la Rosière, accompagné par 2 soldats, Bourlier et Toulouse. Au pont-levis, Thuriot laisse ses 2 gardes du corps, un invalide le conduit auprès du gouverneur. Belon y était encore, il terminait un rafraîchissement. Thuriot et lui se saluèrent aimables, puis Belon quitta la Bastille. Mais la foule avait jugé le temps long. On le bouscula, lui demandant ce qui s'était dit, ce qu'il avait exigé ou obtenu, ou comme ses réponses étaient confuses et que la foule était nombreuse, il fut un peu secoué. Un brave type, Ribeaucourt, vint à son aide et parvint à le tirer de là. Ainsi, ils se croisèrent dans un petit baillet comique, les 2 premières ambassades. Les gens de l'hôtel de ville souhaitent qu'on retire les canons afin de calmer les esprits. Mais de distribuer la poudre, il n'est pas question. Entre le peuple qui s'en improvise l'émissaire, il existe aussi aussitôt un fossé. Toute la révolution est déjà là. La plaine ou la montagne, la constituante ou la convention, l'atermoiement, ou la volonté populaire. Il est 11h30 du matin. Alors, atermoiement, je ne connais pas ce mot.
Atermoiement, ça veut dire délai accordé à un débiteur pour l'exécution de ses engagements. Donc action de différer, de remettre à un autre temps. Donc on aurait pu dire aussi la prorogation. Donc toute la révolution est déjà là parce qu'on commence à avoir des représentants du peuple. Les représentants du peuple, on se rend compte que dès qu'on envoie des émissaires, en fait, ils sont pas honnêtes. Et ça pose problème. La délégation de Thuriot venait du district de Saint-Louis de la Culture. L'idée était de faire entrer une garde bourgeoise dans la place. Pour apaiser la foule, il voulut s'assurer que les canons seraient bien retirés et n'étaient pas chargés. Il exigea de monter sur les tours. Le récit de cet épisode est le morceau de Maître Michelet. Ah, il l'appelle de Maître de Michelet. Ah, c'est le morceau de Maître de Michelet. Passage tourmenté, émouvant, où il exerce à merveille le pouvoir des larmes. Il invente un grand rôle, celui du parlementaire sans peur ni pitié, ne connaissant nul obstacle. D'après le grand historien, Thuriot incarne le génie colérique de la Révolution. Mais si tout cela emporte le lecteur, si le morceau est réussi, et même tellement réussi qu'il résume à lui seul une certaine conception humaine sensible de l'élan révolutionnaire, si Jules Michelet parvient à faire de la députation de Thuriot de la Rosière le moment le plus éclatant de la journée, épisode emblématique qu'il dépose au centre de son dispositif littéraire, le nombril du 14 juillet, s'il nous enveloppe de mots, nous enivre de gloire malgré le peu de conséquences qu'eut l'événement, s'il l'agrandit et le bedonne au point d'en faire une scène dantesque, un invraisemblable morceau de bravoure, c'est que, en un sublime tour de passe-passe, comme le diable transportant Jésus aux fêtes du temple, il dresse la silhouette du délégué au-dessus du monde. Par un de ces grands envoûtements d'écriture, Michelet sépare le peuple, l'immense masse noire qui avance depuis le faubourg Saint-Antoine, de son représentant, qui devient le véritable protagoniste de l'histoire. Et oui, l'histoire ne peut pas être écrite par le peuple, donc il faut un protagoniste. Tandis que la Vuillard essaye de mettre le peuple en premier. À chaque fois que je ramène ma grenadine, parce que c'est de la grenadine, l'image devient violette et ça me fait beaucoup rire. Toi, ça te plaît la grenadine? Ça te plaît la grenadine? Pourtant, après plus de 2 heures, lorsque Thuriot de la Rosière sortit de la Bastille, on était bien loin de cette dithyrambe. La foule le hua. Thuriot fut saisi au collet, des hommes armés de haches l'enveloppèrent. On criait contre lui. Bourlier et Toulouse, les 2 fusillés qui l'accompagnaient, étaient perdus dans la foule. Il fut un instant tout seul. On le poussa, on l'interpella, on l'accusa. La tête dut lui tourner. Il avait alors 36 ans. Électeur des députés du tiers aux États généraux, s'il était assez grand orateur, homme de tribune et de salon, à la Bastille, en revanche, au beau milieu des petits artisans, des lailletiers, des tailleurs, des chaudronniers, il n'est pas aussi à l'aise que sur une estrade. Et on le comprend, il a l'air d'un monsieur parmi ce petit monde. Ce n'est pas comme à l'Assemblée, lorsque, après la chute de Robespierre, il tentera une conciliation entre montagnards et thermidoriens. Ce ne sont pas des tractations de couloir qui peuvent le sauver ici, empoigné par un polisseur en marbre et un ouvrier de port. Et Jacques-Alexis Thuriot de la Rosière, lui qui sera député à l'Assemblée législative en 1791, proche de Danton, membre assidu du Club des Jacobins, lui qui sera ensuite à la Convention siégeant alors sur des bancs de montagnards, et qui votera la mort de Louis XVI, lui qui participera en première ligne à la chute des Girondins, qui entrera au comité de salut public, mais rejoindra à l'automne le mouvement des indulgences condamnant la terreur, et se faisant soudain plus discret, échappera à la charrette, quittera finalement la vie politique, et longtemps après le 14 juillet, bien longtemps après, il fera une belle carrière de magistrat, si belle qu'il deviendra avocat général de la Cour de cassation, puis le 15 mai 1813, se fera chevalier d'Empire par Napoléon. Eh ben ça c'est une belle carrière. Ça, c'est une belle carrière. Le mec, il a fait Danton, Robespierre, la mort de Louis XVI. Il s'est retiré pile au moment où on a commencé à buter tout le monde. Au moment où on a buté tout le monde, lui, il est parti. Et puis, avocat général à la Cour de cassation. Puis chevalier d'Empire par Napoléon. Franchement, sacrée carrière. Surtout qu'il a 36 ans, donc 1813, c'est 24 ans après. Donc ça veut dire qu'il aura 60 ans quand il sera chevalier d'Empire. C'est ça, hein, je calcule bien. Et l'on peut se demander un peu méchamment, certes, puisque les hommes incubent peut-être une part de leur futur dans de mauvaises déterminations qui parfois l'emportent, si ce jour-là, le 14 juillet 1789, il n'est pas déjà un peu d'argent à croix d'azur chargé en abîme d'une étoile à 12 raies d'or. Quoi? Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Il n'est pas déjà un peu d'argent à croix d'azur. Ah, c'est la héraldique. C'est l'héraldique, pardon. L'héraldique, c'est la description des
L'héraldique, c'est la description des... Comment on appelle ça? Des blasons. C'est la description vous savez, chaque ville, chaque pouvoir, etc. a un blason, notamment avec un château, etc. Et puis en fait, il y a une façon très particulière de décrire ces choses-là. C'est ce qu'on appelle l'héraldique. Avec un vocabulaire très particulier et extrêmement précis dans l'ordre des mots qu'il faut mettre, etc. Donc là, en l'occurrence, la description de ce blason, c'est argent à croix d'azur chargé en abîme d'une étoile à 12 raies d'or cantonnée à dextre d'un œil ouvert, à dextre donc à droite, hein, on n'a pas le droit de dire à droite, faut dire à dextre, d'un œil ouvert au lieu du bon soldat Bourlier et à senestre d'une balance de sable à la place du fidèle Toulouse comme son armoirie le consacrera plus tard. En gros, il deviendra plus ou moins noble, si j'ai tout compris. Mais retrouvons-le, esquinté par la foule, sans doute pris de vertige, se débattant, ne parvenant pas à sortir du passage dont on se disposait à fermer les grilles. À cet instant, nous sommes à des années-lumière du très beau récit de Michelet, du colosse fièrement monté sur la tour qui passe la tête au créneau et vers qui le peuple pousse une immense clameur. Thurio marche en crabe, se protégeant le ventre, le visage et les bras, avec sa redingote... se protégeant le visage et les bras, pardon. Oui, c'est pour ça, pardon, désolé. Thurio marche en crabe, se protégeant le visage avec les bras. Sa redingote est déchirée, une main l'attrape. Les boutons de sa veste sautent, on lui arrache sa chemise. Ah, on lui arrache sa chemise. Rappelle pas quelque chose? À dextre, c'est à gauche comme on parle du point de vue du porteur. C'est vrai? Maintenant, ses cheveux doivent être bien moins frisés que sur le médaillon que l'on peut admirer, où l'on peut admirer son profil, moins proprement ramené sur les tempes. Il doit être tout ébouriffé, hirsute même. Et peut-être qu'il n'entend pas ce qu'on lui dit. Comme bien des parlementaires après lui, il n'écoute pas, il ne saisit pas ce que veut cette foule. Il n'entend pas ce qu'on lui hurle, car il a déjà sa petite idée, ses intérêts, ses opinions. Il n'imagine pas que la multitude puisse avoir quelque chose, désirer quelque chose, avoir raison même, et qu'après tout, c'est bien elle le souverain. Ce sont ces bonnes femmes qui jacassent, ces crétins qui crient, ces gens qui l'empoignent et exigent des comptes. Donc on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, les, euh, les, euh, les bourgeois qui veulent se mêler aux luttes prolétaires. Et qui ont leurs propres intérêts. À cette minute, Thurio entend peut-être les marmots qui piaillent, les chiens qui aboient, les rues d'une charrette heurtant le pavé. Il rêve, il n'est plus là. Il est déjà vieux, en exil, à Liège. Il se députe lui-même dans le néant. Il négocie avec le nuage d'étoiles qui lui ombre les yeux, avec les bourdonnements de son crâne, le cornement à son oreille. Le passé le submerge. Il vaticine devant les ouvroirs de la cathédrale, oui. Du coup, je sais plus où j'en étais, merci Nikita. Il vaticine devant les ouvroirs de la cathédrale à Cézanne, sa ville natale, étourdi par le vacarme des cordonniers, dont les boutiques furent creusées au flanc de l'église, comme des parasites qui rongeraient la pierre. Et tandis qu'on le castagne un peu, que sa chemise et sa redingote sont en lambeaux, Thurio, dont la ronzière est à présent éclaboussée de salive, souillée par des mains sales, jaspées de jus de tabac, suffoque, sous l'haleine de Pichon peut-être, un chaudronnier qui était là, le 14 juillet, sous les tours ou de ce bon perdu, dit parfait, dont on n'a que le nom et les sobriquets, ou bien Pantel entre les poings fermés de Guigon, qui après une carrière de soldat reviendra à Privas en 1802, et reprendra son beau métier de tailleur, puis plus tard deviendra facteur par la grâce de la précarité. On dirait le panneau de bois de Jérôme Bosch, à moins qu'il ne soit un autre peintre mystérieux et peut-être plus grand, puisque le portement de la croix, outrepassé des facéties habituelles du maître, c'est grotesque où se côtoient d'étranges batraciens et dans lesquels on joue de la flûte par le cul et où les partitions de musique sont imprimées sur le derrière. Oui, pour deviner Thurio au milieu de la foule, il faut revoir ces têtes sandwichées les unes contre les autres, déferlant se souvenir de ces faces hilars qui se rient à la gueule, profils édentés, yeux exorbités, fronts luisants par leur calvitie naissante, trous noirs de la bouche béance, dents carriées, entassement de tronches et de bustes, trogne sur trogne, où l'on comprend mieux alors, non pas le contraste entre l'élégance de Thurio de la Ronzière et le déguenillé supposé de la foule, mais ce que dut sentir Thurio, ce que dut halluciner Thurio, ce qu'il dut maudire. Et oui, après avoir vu ça, est-ce qu'il va pas commencer à maudire le peuple et commencer à le prendre en ennemi? Mais les naufragés sont parfois secourus. Bourlier et Toulouse, l'apercevant, s'interposèrent vaillamment entre la foule et le parlementaire. Enfin, un autre soldat, Aubin Bonnemère, qui venait de son district, l'arracha à ceux qui le tenaient. Il le retira des mains de Marie Choquier qui le houspillait. Il le sauva de l'étreinte de Athanase Gachot qui l'agrippait, et par ce qui lui restait de chemise, et de l'étau que faisaient Touvenin et Sagot, lui tamponnant la gueule.
et Thurio put quitter la scène sans trop de bobos, et repartir un peu secoué. Il ne put toutefois se débarrasser entièrement de son cortège. Il chemina environné de gens hostiles, menaçants, qui voulaient entendre ce qu'il avait à dire avant de le relâcher, savoir ce qui s'était murmuré entre hommes du monde à l'intérieur de la forteresse. Une fois qu'il eut rendu compte de sa mission à Saint-Louis de la Culture, la foule, un peu dépitée, le laissa repartir à l'hôtel de ville. Là-bas, il refit le même récit, accablé de fatigue, plus bon à rien. À cet instant, Thurio disparaît, s'évapore du 14 juillet. Exit Thurio. Il a épuisé son rôle. Alors que le siège n'a même pas commencé, après quelques minutes de repos, il va se replier de nouveau sur Saint-Louis de la Culture et tâcher de conjurer le péril en calmant l'agitation de son district. Mais avant qu'il ne parte, juste avant qu'il ne quitte la scène, tandis qu'à la lumière de sa députation, l'hôtel de ville en était à discuter une proclamation en vue d'apaiser les esprits, d'informer la population que le gouverneur n'avait aucune intention de faire tirer sur la foule, voici justement que retentit le premier coup de canon. Et voilà où on s'arrête. Et voilà où on s'arrête, et voilà le moment où on se dit bonne nuit. Et où je vous dis bisous. Normalement, quand je dis bisous, Nikita, elle a envie de me faire des bisous. Voilà, c'est ça. À chaque fois, quand je vous dis bisous, le soir, elle me fait des bisous. Non, mais c'était cool comme live. Merci d'avoir participé. Merci. Bon, c'était moins. Bon, le 14 juillet, c'était un peu moins exaltant que la dernière fois, mais on va arriver au moment de la prise de la Bastille. Il nous fait attendre, le petit salaud. Hein. Il nous fait attendre. Mais là, il y a en plus. Il y a un petit cliffhanger, le coup de canon, le chapitre d'après, il s'appelle le pont-levis. Il nous met dans l'attente, il nous met dans le suspense de ce qui va se passer. C'est entraînant. Hein.